Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec David Pache. Bonjour David. Salut. Et merci beaucoup pour ton accueil. Question rituelle, est-ce que je peux t'inviter à te présenter librement et comme tu le souhaites aux auditeurs et aux auditrices qui ne te connaîtraient pas? Yes, avec plaisir. Alors, David Pache, ça tu connais déjà. J'habite en Suisse. J'ai 36 ans. Au tout début, j'ai commencé une formation de bûcheron. J'ai fait 10 ans comme bûcheron. Après, je me suis lancé dans la police. J'ai fait 7 ans. Et puis après, je me suis lancé pleinement dans le parapente acrobatique. Et j'ai eu cet accident. Et puis voilà, maintenant je suis ici. Toujours en Suisse, toujours où je suis né. Et puis voilà. Déjà, bravo, tu es suisse, tu es mon premier invité non français. Où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi? Alors je suis né à l'hôpital du village juste où on est, à Châtel-Saint-Denis. Et j'ai grandi dans la région. J'ai fait toutes mes écoles ici, dans le coin. Est-ce que tu te souviens de la toute première fois que tu t'es retrouvé sous un parapente? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? La toute première fois que je me suis retrouvé sous un parapente, c'était avec, je sais plus son nom, c'était un des pionniers du parapente. Et un ami m'a dit, viens, on va faire un vol. Étienne Rittner, sauf erreur. Et il m'a dit, viens, on va faire un vol avec lui, tu verras, il maîtrise. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était une vieille personne. Et paix à son âme, je crois il est plus de ce monde. Et on a décollé. Déjà, j'avais un petit peu peur parce qu'il était assez vieux. C'était en biplace. Ouais, c'était en biplace, ouais. Et on a décollé, alors ça s'est bien passé. Jusqu'à ce que, en l'air, il m'a dit, tu verras, j'ai fait un nouveau réglage pour les freins, il faut que je teste ça, ça va bien aller. Et là, j'ai vraiment commencé à stresser, comme un fou. Et tout s'est bien passé, on a posé, c'était tranquille. Et à partir de là, j'ai dit, je vais commencer le parapente. Ok, et bah du coup tu t'y es mis juste après, t'as fait quoi? T'as fait Non. Après, ben, j'ai laissé un peu la vie couler. Je faisais pas mal de plein de sports, de la plongée, de la grimpe, de la cascade de glace, des sommets, de l'alpinisme. Et ce qui m'a vraiment donné le déclic, c'est une fois on est allé avec mon ancienne copine, on est parti faire un 4000 mètres, le Grand Combat. Et la descente, on a mis 10 heures pour redescendre à pied. C'était juste de la folie. Oh waouh. Je dis plus jamais, je retourne là-bas en haut. Et du coup, j'ai commencé le parapente. J'ai fait mon biplace. On est retourné au sommet et on a fait 45 minutes la descente. Ouais. C'était écœurant. Normalement, on était là juste pour le souper. Ouais. Et là, on était là en bas juste pour le déjeuner, quoi. Ah oui. Ouais, Ok. tellement on était rapide avec 45 minutes, quoi. Ouais, c'est quasiment 10 fois plus rapide de Ouais, descendre. c'est de la folie. Et bah du coup, quand t'as commencé, donc c'était vraiment pour ça, ton objectif était de redescendre en parapente, quoi. Voilà, exactement. Le but, c'était de joindre alpinisme et parapente. Et après, j'ai fait mon premier CIV. Et quand j'ai commencé le CIV, j'ai dit, faut que j'essaye l'accro. Ouais. Quand j'ai commencé l'accro, c'était fini, là. J'étais parti. Justement, j'allais te demander donc à quel moment est-ce que l'accro est rentré dans ta vie et t'as fait quoi du coup pendant ce premier stage CIV qui t'a donné envie de faire de l'accro? J'ai fait mon premier décrochage. Ok, waouh. Il fallait vraiment se pousser au niveau mental pour décrocher les freins et sortir du domaine de vol. Quand j'ai fait ça, je me suis dit, ouais, il faut que je continue. Ça, c'est un bon challenge pour le cerveau et j'ai continué. Et en fait, tu pousses sans arrêt tes connaissances plus loin. Ouais. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Tu me déroules le tapis, j'allais te demander qu'est-ce qui t'attire dans l'accro, qu'est-ce qui te fait kiffer en l'air justement. En fait, l'accro, c'est un peu comme... j'aime bien cette réplique. C'est un peu comme un tableau blanc et en fait, tu dessines ce que tu veux Ouais. et tu fais tes figures que tu veux et tu es libre en fait de faire ce que tu veux. Si un jour tu as envie de faire des petites figures faciles, tu fais des petites figures faciles. Si un jour tu veux voler toute la journée comme un fou, tu voles toute la journée comme un fou. Puis voilà, en fait, tu fais ce que tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux avec une petite dose d'adrénaline quand même. Oui, bah, justement, j'ai l'impression que tu aimes bien les sports intenses que tu fais aussi du VTT, c'est de l'enduro, c'est ça que tu faisais? J'ai fait des coupes d'Europe de vélo de descente, ouais. Ouais. Juste avant le parapente. Oh, wow. Et bah, du coup, on revient à l'accro. Quels sont tes tricks préférés? Le trick préféré, j'aime bien le Mac Twist parce qu'en fait, c'est une figure qui pète en fait, qui pète et comme son nom l'indique, s'il est mal fait, tu te prends pas mal de tours de twist. Et ouais, il est vraiment, enfin, c'est pour moi la figure. C'est pas forcément la figure la plus difficile, mais
c'est celle que je préfère. Combien de secours est-ce que tu as à ton actif? Combien? Je dirais 7. Ouais, Oh, environ. ouais. Je les ai pas tous comptés, Ouais. mais je pense 7, ouais. Et ensuite, à un moment, donc, dans ta progression de voltigeur, il y a la Swiss Acro League qui est arrivée. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est comme structure? Alors, la Swiss Acro League, en fait, tout le monde peut y accéder, hein. D'abord, il faut faire partie d'un petit club de parapente acrobatique. Donc là, j'étais membre du RNVL, donc tout près du lac Léman. Et puis après, tu peux t'inscrire à la Swiss Acro League. Et puis la Swiss Acro League, en fait, ça regroupe un peu tous les pilotes d'accro qui veulent ou pas aller faire des compétitions. Et ça aide dans un sens où on a des prix sur les sellettes, on a des prix sur les secours, on a des stages en Turquie, ou on a des stages en Italie, en France, etc. Et puis en fait, ça aide les jeunes pilotes à se pousser et puis à éventuellement rentrer dans les cadres A, B, C. En sachant que cadre A, tu as un sponsoring de 100% de toutes les compétitions que tu fais et puis tous les entraînements que tu fais. Ok. B, c'est 50% et puis C, c'est 30%. Est-ce que c'est du coup l'équipe nationale suisse de voltige ou c'est encore autre chose? En général, si tu es pilote d'accro et que tu fais de la compétition, ouais, tu vas à la Swiss Acro League. Ok. Ouais, oui, oui. Et du coup, c'est toi qui as fait la demande pour l'intégrer. Mhm. Et c'était à quel moment et dans quel objectif? Parce qu'en fait, j'ai toujours aimé la compétition. Comme je t'ai dit avant, je faisais déjà de la compétition de vélo de descente. Et puis là, j'ai même me dépasser et puis aller de l'avant. Du coup, j'ai commencé la compétition de parapente acrobatique. Pourquoi est-ce que tu aimes bien la compétition? Qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, on doit toujours se dépasser et être plus fort que les autres. C'est ça. C'est ça un peu le truc qui est bien, parce que tu cherches à te dépasser, à être le meilleur de toi-même et le meilleur des autres par rapport aux autres. Après, je veux pas me cacher, moi j'étais beaucoup plus vieux, pas beaucoup plus vieux, mais j'étais plus vieux que les jeunes têtes brûlées qui commençaient l'accro, comme en DH aussi. Quand le gars de 16 ans, il te met une misère, il te met 10 secondes, 20 secondes sur un trail, tu dis j'arrête la compétition de DH. Et puis tu recommences la compétition de parapente et puis tu remarques que c'est la même chose en fait. Les jeunes, ils ont moins de cerveau et ils ont moins peur, on va dire. Ouais. Et du coup, ok, objectif podium. Et du coup, tu en as fait, par exemple, tu étais 3e à l'Acro World Tour Synchro en 2023. Et c'était avec quel pilote? Ça, c'était avec Lucas Ruffieux, qui est toujours pilote parapente de la Swiss Acro League. Puis voilà, c'était assez intéressant, c'était vraiment cool l'histoire on montait dans la navette, on se faisait notre petite chorégraphie. Ouais. En haut, on était debout, on tournait un peu comme des bobets sur la route. Et attends, ça veut dire quoi des bobets? Des bobets, c'est un peu des gens un peu bêtes, quoi. Je pense que si un marcheur il voit deux gars avec les mains en l'air et puis en train de tourner sur la route, il doit se dire mais ils font quoi ces types, quoi. Ouais. Et puis du coup, comme sur ta toile blanche, tu fais le plus beau dessin que tu peux et puis après tu es jugé depuis en bas. Et tu as aussi eu quelques places parfois dans les championnats suisses, du coup notamment en 2021-2023 d'accro. Et là, ça m'a fait rire, Bobé. Est-ce que tu peux m'apprendre quelques expressions suisses pour rentabiliser mon voyage? Ok. Alors, comme tu me l'as dit avant, il y a le ça joue ou bien. En gros, c'est salut, comment tu vas? Ok. Vous l'utilisez tout à l'heure, je t'écoutais au téléphone aussi. Tu l'as utilisé dans le sens est-ce que ça peut le faire? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça joue? Ouais. Est-ce que ça va le faire pour toi? Ouais. Vous placez des ça joue partout. Ça dépend le contexte. Et puis, ouais, en général, viens un mois en Suisse et c'est bon, tu t'y fais au ça joue. Et si tu veux un deuxième, c'est t'as où les vaches? Et en gros, ça, c'est t'habites où? Ok, t'as où les vaches? Ah, genre, en gros, tu as où les vaches? Ouais. Où se trouve-t-elle? Ok, d'accord. Ouais. Voilà, et sinon, tout à l'heure, merci de m'avoir appris à compter en Suisse. Alors, j'ai déjà oublié. En Suisse romand. 70, 60, 70, 80, 90. Et 90. Ok, très bien. Donc, 99e vol. Ouais, ok. Très bien. David, le 25 juillet 2024, tu as eu un accident en parapente. Est-ce que tu peux revenir sur cet accident et nous raconter la suite des événements, enfin nous partager ce que tu as envie de partager avec nous? Ok. Alors,
petite parenthèse juste avant l'accident, il faut savoir que j'étais un peu en accro, j'étais un peu un ravagé où je volais. Ravagé, c'est-à-dire un surmotivé. Et au max, à Murren, il faut savoir qu'on a une bonne possibilité de faire beaucoup de vols. Et je faisais jusqu'à 25 vols par jour. Oh, waouh! Et j'attrapais les cabines toutes les 30 minutes. Et c'était pas des cabines pour accéder comme des stations de ski, c'était des cabines qui donnaient accès à un village. Donc de 5 heures du mat jusqu'à 23 heures, c'était ouvert. Donc il y avait possibilité de faire beaucoup de vols. Ok. Et puis du coup, où je veux en venir par la suite, c'est que je faisais beaucoup de vols à Murren. Et puis là, l'accident en fait que j'ai eu, c'était 2-3 jours avant une compétition à Brienz. Et j'ai déplié ma voile. Avec les 25 vols par jour, tu commences un peu à avoir l'habitude de déplier. Du coup, tu déplies, mais pas comme si c'était ton premier vol. Et puis tu décolles. Et là, au feeling, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un nœud à droite. Et j'ai donné un coup de frein, comme le 99% du temps, ça s'enlève. Et là, j'ai entendu un poc. Et j'ai dit, parfait, le nœud s'est enlevé. Alors, j'ai continué à courir. J'ai décollé. Et quand tout mon poids était sous la voile, j'ai commencé à tourner à droite. J'ai dit, c'est quoi cette merde? Et du coup, j'ai levé la tête. Et en fait, c'était une suspente de mes freins qui avait cassé. Et le nœud était toujours là. Alors, à partir de là, tu peux faire toutes les histoires que tu veux. Il y a plein de gens qui pourront dire, ouais, mais il aurait dû faire ça, mais pourquoi il n'a pas fait ça et tout. Ces situations, elles tournent toujours en boucle dans ma tête là maintenant. Mais en gros, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai compensé avec le frein à gauche. Je volais tout droit. Le but, c'était d'aller sur une forêt. Parce que si tu tombes dans une forêt, c'est un peu comme un coussin. Ça veut dire que ta voile, elle va s'emmêler dans un arbre et tu touches pas le sol. Alors du coup, j'ai commencé à décoller. Et en fait, à force de freiner à gauche, tu perds quand même la finesse. Et puis, au bout d'un moment, tu n'as plus de portance. Et puis là, j'ai dit, à partir de maintenant, je dois commencer. Je suis sur la forêt, je peux pas aller plus loin, plus haut. Là, je dois commencer à traiter le problème. Alors j'ai fait un décrochage basique. Pour moi, c'était décrochage bras haut. Et puis avec le shoot, ça allait faire casser le nœud. Et en fait, quand j'ai décroché, elle a jamais revolé en fait. Et puis à partir de là, le cerveau, ça a pris, je sais pas, j'ai fait une chute de 30 mètres, donc ça a pris, je sais pas, 5 secondes peut-être, 6 secondes. Mais là, en fait, le seul truc que je me souviens, c'est je gérais entre parachutal, revolé, parachutal. Et j'ai même essayé de tirer volontairement les A pour gagner un peu en profil, pour essayer de refaire voler. Et là, je voyais le sol et je voyais cette grosse souche. J'ai dit non, j'espère que je ne vais pas taper la souche. Et en fait, je suis tombé dans le seul endroit de la forêt où il n'y avait pas d'arbre, en fait. Donc, il n'y a rien qui a pu me retenir. Et là, j'ai percuté le sol. J'étais sur le côté droite, avec ma main droite sous mon corps. J'étais conscient. Je suis resté conscient tout au long de l'accident. Et là, il y avait des amis qui montaient en télésiège, qui me disaient ça va, David, ça va. Puis j'avais le souffle coupé. Donc je me suis dit, ouais, c'est peut-être le choc que j'ai le souffle coupé. Et j'ai commencé à bouger le coude, de la main gauche, du bras gauche. Pour moi, c'était bon. Parce que pour moi, le coude bougeait, donc les doigts bougeaient. Et après, je suis descendu au genou, aux jambes. Et là, mes jambes, elles bougeaient pas. Et j'ai tout de suite fait le lien entre les jambes bougent pas et j'ai pas mal. Et le fait que j'ai pas mal, que je suis conscient et que mes jambes elles bougent plus, j'ai dit là c'est la merde. Là il y a quelque chose qui va changer à tout jamais dans ma vie. Et du coup très vite mes potes ils sont arrivés très rapidement. Je sais pas combien de temps. Les seuls trucs que je sais c'est que 7 minutes après il y a l'hélico qui était là et 9 minutes après j'étais à l'hôpital pris en charge pour la première opération. Et j'ai su après que le souffle coupé c'était parce que j'avais fissuré la C2, donc c'est cervical 2, tout ce qui est au niveau de la respiration. Donc si j'avais cassé celle-ci, je pense que je serais mort, peut-être. Et après, donc j'ai eu la C5, C6 cassée, j'ai eu une thoracique cassée aussi, une côte droite cassée, et puis voilà. Donc première opération à Berne, tout de suite sur le moment. Et puis ouais, j'ai eu l'opération.
je me suis endormi quand ils m'ont dit enfin, quand ils m'ont dit maintenant il faut penser à quelque chose de bien, j'ai pensé à mon chat qui était chez moi, que j'avais pas revu depuis un moment. Et puis là, je me suis endormi pour la première opération. Et tout de suite après, j'ai eu ma famille qui est venue, j'ai eu mes potes qui sont venus. Et émotionnellement, t'es super instable quand t'as eu un accident comme ça. Et Est-ce que là, dès le début, déjà, est-ce que tu avais une idée du diagnostic qui allait être posé ou tu étais dans l'incertitude? j'avais rien, mais je savais ce qu'il y avait. Je savais ce qu'il y avait. Parce qu'en fait, une fois dans le lit, t'as pas le temps de réfléchir, mais t'as rien qui bouge en fait. T'as rien qui fonctionne. T'as plus rien du tout. Et du coup, quand mes potes sont arrivés, les premiers, bah en fait, ça m'a fait un choc tellement émotionnel que mon cœur il s'est arrêté. Oh. Et, et quand je me suis réveillé, en fait, j'avais je sais pas combien de personnes autour de moi, mes potes, des infirmiers. C'était vraiment le bordel, quoi, ça faisait peur. Et l'infirmière, elle m'a dit bon, là, t'as eu un gros truc, il faut te reposer, et puis ça va aller mieux, en gros, il faut vraiment te reposer. Okay. Et à chaque fois que je fermais les yeux, ça c'était un truc incroyable. Je fermais les yeux, en fait, et j'avais mon esprit qui sortait de moi, et je me voyais dans le lit, et j'étais comme sur un bateau, parce que ça tanguait un peu. Ouais. Et en fait, mon esprit, il allait prendre une couverture et il allait se mettre sur des cordages de bateau. Et puis, en fait, il se couchait et il me regardait. Et en me regardant, il me voyait, genre, la respiration qui ralentissait, ralentissait. Et là, je me suis dit, mais je peux pas fermer les yeux, je vais mourir. Du coup, bah, j'ai rouvert les yeux. Ouais. Et j'avais une horloge juste en face de moi. Et je l'appelais l'horloge de Satan parce que elle était noire, écrit en rouge dessus. Et je voyais que ça, en fait. Et quand je fermais les yeux, je rouvrais, il y avait 2 minutes qui sont passées. Et j'ai dit, il faut que je réessaye de dormir. Et ça m'est arrivé 5 fois. 5 fois cette situation. Et après, j'ai demandé à l'infirmière, j'ai dit, il faut des écouteurs, il faut de la musique. Et j'ai mis de la musique et là, je me suis endormi. Mais endormi 10 minutes. Hein. D'accord. Ouais, Ok, ouais, pas beaucoup, pas beaucoup. T'avais du mal à lâcher prise et à te reposer? C'était un tout, c'était le choc, c'était quand même les douleurs qui venaient un peu de partout, c'était la famille qui venait, il y avait les potes qui venaient, et c'était total. Ouais. Et puis il y avait aussi les bruits, parce que c'était en chambre commune, il y avait les bruits des appareils des voisins qui fonctionnaient pas. Je me souviens que en plein milieu de la nuit, il y avait un appareil respiratoire qui fonctionnait plus pour la voisine. Du coup, c'était le branle-bas de combat pour refaire fonctionner cet appareil. Et j'arrivais pas à dormir, je devenais fou. Ok. Et tout ça, c'était avant ta première intervention? La première opération, la plus grosse, elle a été traitée. Et la deuxième, ils se sont dit, on peut pas t'opérer parce que si ton cœur il s'arrête, on doit te mettre sur le dos pour te réanimer. Ouais. Mais l'opération, elle se passe sur le ventre. Ah oui. Donc voilà, ils avaient un peu ce dilemme-là. Ok. Et ils voulaient en fait me faire opérer dans une autre grande structure à Notteville, qui est un des 3 meilleurs centres d'Europe pour tout ce qui est problème spinal en fait. Ok. Et ensuite, les semaines qui ont suivi, à quoi a ressemblé ta vie? Quel a été ton parcours thérapeutique? Mhm. Alors, ce qui ont suivi ma vie, je pense les premiers temps, 99,9% du temps, je pensais à exit. Je voulais juste partir en fait. Parce que en fait, je pensais juste à tout ce que j'ai perdu et tout ce que je reverrai jamais. Et là, j'ai eu de la chance d'avoir des potes en or et d'avoir de la famille aussi en or, toujours présent. Et en fait, le fait qu'ils soient là, bah oui, j'ai répété plein de fois mon accident et tout, mais ça me faisait pas penser à ça. Et du coup, c'était vraiment appréciable en fait. Et puis, euh, et puis voilà. Et les premiers trucs que je me souviens en fait, c'est que quand t'es dans ton lit et t'arrives quasi pas à marcher, il te faut genre marcher une patate, il te faut marcher 20 fois avant de pouvoir avaler la patate. Et le truc, c'est que la notion de temps, tu l'as plus. Ça veut dire que tu prends le temps en fait de marcher, tu reviens en fait au
au basique, c'est un peu de la pleine conscience. Ça veut dire que on te donne à manger de la patate et la patate, elle a un goût que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais senti. Tu as le goût de la ferme, tu as le goût de l'herbe, tu as le goût de la terre, tu as tous les goûts qui viennent se remettre au palais. C'est juste incroyable. Oui. Parce qu'en fait, tu n'as que ça à faire, en fait. Manger. Et le café, pareil. Tu sens le café, tu sens avec le nez, tu sens avec le palais, avec la langue, tu sais combien de temps il dure dans la bouche, jusqu'où il va brûler quand tu avales le café. Et ouais, tu as cette sensation de pleine conscience et c'est incroyable, quoi. C'était super, ouais, c'était super intense comme émotion, quoi. Ouais, ça c'était violent. Est-ce qu'il y a un moment particulier, du coup, où tu as compris que ta vie allait changer? Est-ce que c'était au moment du diagnostic officiel ou est-ce qu'il y a un autre moment où tu as vraiment pris conscience? Dès que j'ai impacté. D'accord. Ouais. Dès que j'ai impacté et que je sentais plus mes pieds. Ok. Ouais. Donc, aujourd'hui, le diagnostic, c'est que tu es tétraplégique. Donc, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que cela signifie, est-ce que tu peux nous expliquer avec tes propres mots et la différence aussi avec la paraplégie? En fait, le terme para et tétra, en gros, il est fixé en fonction de ton niveau de lésion. Ça veut dire je sais plus où ça change. Je veux pas dire de conneries, mais tout ce qui est fissure au niveau cervical, ça reste de la tétraplégie parce que ça impacte les bras. Et puis tout ce qui est thoracique en bas, ça impacte que les jambes et ça laisse libre les bras. Donc en gros, c'est ça. C'est le niveau de la lésion qui va indiquer si tu es tétra ou para. Okay. Mais ça ne veut pas dire qu'un tétraplégique ne marchera plus. Peut-être qu'il a eu une lésion C4, une compression de la moelle épinière, il a fait 9 mois de rééducation, et puis les nerfs ont réussi à reprendre le dessus, puis il remarche avec des séquelles ou pas de séquelles. Donc voilà, c'est ça. Et donc aujourd'hui, tu es tétraplégique, mais tu arrives à utiliser tes bras, tes mains. Est-ce que tu peux du coup réexpliquer aux auditeurs, aux auditrices ce que tu me racontais tout à l'heure sur tout ce qui a été fait comme opération sur tes bras, comment tu récupères l'usage petit à petit? En gros, pour expliquer un peu tout ça, la moelle épinière, elle est un peu comme un papillon. Tu as la base, et puis tu as l'aile gauche, par exemple, je dis l'aile gauche ou l'aile droite pour schématiser, mais tu as une aile qui est la motricité, donc tout ce qui est mouvement, et puis tu as une aile qui est la sensation. Donc tu peux être... comme toi, tu as ton papillon qui fonctionne bien, donc tu as tout qui fonctionne, tu as la sensibilité, la motricité qui fonctionne, et tu peux avoir aussi une compression de la moelle épinière qui impacte que la motricité, donc qui est dans mon cas. Donc je peux pas marcher, mais je peux sentir quand on me touche, je peux sentir les frottements, par contre je sens pas la chaleur ou le froid, ou je sens pas si je me blesse, si j'ai une jambe cassée ou un truc comme ça, je vais pas sentir. Ou inversement, tu peux marcher, mais tu peux pas sentir. Donc ça, c'est aussi embêtant parce que tu sais pas où est ta jambe. Donc si tu marches, tu dois regarder tes pieds en fait pour savoir où tu les places et tout. Donc ça, c'est aussi un autre niveau de lésion. Et ce qui va faire si tu vas remarcher ou pas, c'est en gros le niveau de compression et le temps que ta moelle épinière est restée compressée en fait. Plus elle est restée longtemps, moins tu as de chance. Plus elle est grosse, moins tu as de chances de remarcher en fait. Combien de temps elle est restée compressée, donc avant l'intervention, c'est voilà, ça? Ouais. Du moment où tu as impacté le sol, où tu as eu l'accident jusqu'à l'opération. D'accord. Et aussi la cassure. Tu peux aussi complètement casser la moelle épinière. Donc là, on va parler d'une tétraplégie complète. Ça veut dire que tu as cassé complètement, tu n'as aucune chance de remarcher ou quoi que ce soit. Et là, tu sens plus rien du tout. Et incomplet, donc ça c'est mon cas, et là tu as des chances de rebouger les mains. Il faut savoir, quand j'ai eu l'accident, je bougeais rien du tout. Je levais ma main au ciel et mon triceps, il n'arrivait pas à retenir ma main et ça tombait. Enfin, mes bras ils tombaient en fait. Ouais. Et là, maintenant j'ai récupéré, je fais de la physio, j'ai donné le tour, entre guillemets, et je suis toujours j'arrive à soulever 1 kg. Le triceps, il a 1 kg de force, mais je m'entraîne toujours pour gagner de plus en plus de force. Et puis, là, j'ai commencé la rééducation à Notteville, donc c'est un des meilleurs centres d'Europe. Il est sur le canton de Lucerne, au milieu de la Suisse. Et là-bas, j'ai fait de
rééducation, là, il fallait apprendre à se stabiliser, il fallait apprendre à se pencher en avant, parce qu'il faut savoir que quand tu as eu un accident, tes muscles, ils ont peur, alors ils te disent non, 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 fais pas ça, tu vas te faire mal, etc. Alors que ton corps, il est très bien capable de faire ça. Et ouais, il fallait tout reprendre en fait. Tout reprendre. Après, il fallait trouver une chaise adaptée. Après, il fallait apprendre aussi. Il y avait plusieurs thérapies. Il y avait au début ce qui m'a bien aimé, ce que j'ai bien aimé, c'était la musicothérapie. En gros, le gars, il vient et tu dis j'aime bien les bols tibétains, j'aime bien le didgeridoo et tout, et il te pose des bols tibétains sur le ventre et il te fait tourner les bols comme ça, et ça te fait ressentir des choses incroyables, quoi. Ça te fait vibrer, ça te fait chaud, ça te fait pleurer des fois, c'est assez incroyable, et ça j'ai bien aimé. Mais d'ailleurs par la suite, j'ai mis en place une certaine méditation pour essayer de visualiser la régénération de ma moelle épinière. Ça, j'ai fait un moment, ça. Et puis par la suite, il y avait la physio, par la suite, il y avait l'ergothérapie. Après, il y avait... Ça consiste en quoi, l'ergothérapie? Alors, l'ergo, c'était tout ce qui est moyens auxiliaires, les chaises, travail pour la souplesse des mains, parce que ma main, il faut savoir qu'à l'accident, elle était fermée comme un poing en fait. Donc il fallait travailler l'ouverture, stretcher, mais pas trop, parce que si tu restes tétra, tu as l'effet de ténodèse qui te permet d'utiliser quand même ta main en actionnant le poignet. Et du coup, quand tu es tétraplégique, on veut volontairement laisser ta main fermée, mais il faut quand même un petit peu bouger tes doigts. Et puis, physio, là, on va travailler tout ce qui est stabilité du tronc, tout ce qui est transfert dans ta chaise, tout ce qui est transfert dans une voiture, un peu tout ce qui est déplacement, mouvement, etc. Ouais. Et force aussi. Et justement, c'est une question très pratico-pratique. Tu as dû réaménager plusieurs aspects dans ta vie quotidienne. Donc voilà, qu'est-ce que tu as dû réaménager? Est-ce que tu arrives, du coup, oui, maintenant je le sais, mais voilà, est-ce que tu arrives à vivre tout seul, être totalement autonome? Alors maintenant, ouais, je suis complètement autonome. Faut savoir que la voiture, on a beaucoup d'aides en Suisse. Ça, c'est vraiment la classe. Les aides suisses, elles prennent en charge les aménagements des voitures, mais par contre, elles prennent en charge tous les 6 ans ou environ tous les 200 000 kills ou quelque chose comme ça, je ne veux pas dire de conneries. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je rachète une voiture. Donc, la voiture encore, on a une fondation qui nous aide à payer la voiture. Donc, ils m'ont aidé à raison de 20 000 francs pour acheter une nouvelle voiture. Et puis, sur ma voiture qui coûte 40 000, il y a eu 40 000 francs d'aménagement dedans pour qu'elle puisse être accessible et que je puisse la conduire. Et ça, c'est la Sécu suisse qui prend en charge une partie, voilà, c'est ça? La fondation, et puis on appelle ça l'AI en Suisse, Assurance Invalidité. D'accord. Et aussi pour la maison, donc ils ont tout mis en place chez moi, donc salle de bain, cuisine, plan de travail, et puis un lit adapté pour que ça puisse monter et descendre et que je puisse faire des transferts, chaises, lit, tout seul. Ouais. À notre ville, ils te forment pour que tu sois indépendant au moment de ta sortie. Quand je suis sorti, je suis arrivé chez moi, j'ai quand même eu besoin d'avoir des soins à domicile. Et j'ai eu les soins à domicile, et maintenant ça fait une année et 1 mois que je suis sorti, et j'ai stoppé complètement les soins à domicile parce que j'avais vraiment besoin d'autonomie en fait. Ouais. Et sinon, sur l'aspect un peu plus émotionnel, de quelle manière est-ce que l'accident et le handicap qui en découlent ont-ils changé ta manière de voir le monde et de vivre? Alors, c'est assez dur parce que pour l'instant, j'ai pas encore tout a changé, mais j'ai pas retrouvé grand-chose en gros. Moi, je schématise comme ça. En gros, avant l'accident, ma vie, c'était un peu comme un arbre. Tu sais, petit à petit, tu as des branches qui poussent. Et tes branches, je sais pas, c'était la grimpe. Une autre branche, c'était la plongée. Une autre branche, c'était plein de sports. Mais il y a aussi une autre branche, c'était la famille. C'était aller boire des verres, passer du temps tranquille. Et en fait, cet accident, c'est comme si tu avais une intervention de bûcheron qui coupait l'arbre. Et après l'accident, en fait, ton arbre, il doit repousser. Et tes branches, elles doivent aussi repousser. Et les 2 branches qui ont repoussé le plus vite, c'est aller voir des potes pour aller boire des verres et aller au bord du lac. Et quand tu as une vie à 1000 km/h avant l'accident et que tu passes à aller boire des verres et aller au bord du lac, tu deviens vite fou, en fait. Parce que oui, c'est des potes, mais
dans le sens où ton corps, il a besoin de plus que ça. Je veux pas passer toute ma vie à boire des verres et me balader au bord du lac. Du coup, là, ton cerveau, il travaille, il essaye de travailler à fond pour trouver des nouvelles choses. Et là, pour l'instant, les seules choses que j'ai mis en place, c'est, je fais du rugby, du rugby en chaise. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool et physiquement, c'est dur et ça, ouais, c'est vraiment cool. Et deuxième chose là que j'ai mis en place, c'est, je me suis acheté un vélo pour pouvoir rajouter une branche à mon arbre en fait, puis pouvoir faire des sorties forcément tout seul, tu vois. Parce que les sports qu'il y avait avant, c'était pas mal des sports d'individualistes, tu vois. Parapente, la grimpe, ouais, voilà. Et puis là, en fait, ce que tu peux avoir comme sport en chaise, c'est badminton, basket, rugby, c'est des sports de groupe. Donc le rugby, ça va bien parce que c'est un peu, ça bouge et tout. Mais les autres sports, je trouve pas le goût encore je trouve pas la motivation d'aller essayer ces sports, quoi. Ouais. Tu as besoin d'avoir des activités à toi, en fait. Ouais, quelque chose qui stimule un peu plus. Et justement, j'allais y venir sur ta reconstruction, comment tu vis aujourd'hui. Je souhaite juste revenir sur une ou deux questions encore liées au moment de l'accident. Déjà, émotionnellement, je ne peux qu'essayer d'imaginer à quel point ça a été difficile. Tu as dû faire le deuil de ta vie d'avant. Est-ce que tu l'as fait ou pas encore? Est-ce que tu as réussi ou pas? Quel a été ce chemin intérieur? Est-ce qu'il y a eu des étapes clés dans cette acceptation, si elle a eu lieu? En fait, notre cerveau, il fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire que quand tu as un objectif, ton cerveau, il va travailler pour atteindre cet objectif. Tu vois, ça paraît bête, hein, mais tu veux une voiture, il te faut des sous, il faut travailler, et du coup, tu vas travailler, tu vas avoir des sous, tu vas acheter ta voiture. Tu veux un sandwich, tu dois partir de chez toi, tu vas acheter ton sandwich, puis voilà. Et quand j'ai eu l'accident, tu veux marcher. Et ton cerveau, il dit, purée, je dois passer par où? Je dois faire quoi? En fait, il rumine, il va dans tous les sens. Et le fait de ne pas trouver la solution, c'est ça qui te fait péter un câble. Et c'est ça qui te fait partir un peu dans des dépressions, des trucs de fou, quoi. Le fait de penser à exit, de penser... à aucun moment, je pensais à me foutre sous les trains, me jeter d'un pont ou quoi que ce soit, mais c'était plus à assister. Enfin bref, je ne veux pas revenir là-dessus. Mais et au fur et à mesure que ça avançait, tu rapproches un peu l'objectif, tu rapproches dans une année où je veux être, tu sais pas, ok, dans un mois où je veux être, tu sais pas, ok, dans une semaine et tout, et j'en suis arrivé à demain, qu'est-ce que je peux faire pour arriver, quel est mon objectif pour demain? Et puis je dis, donner à 4000% la journée que j'ai à Notteville pour récupérer un maximum. Et Notteville, je suis resté 9 mois là-bas, 7 mois dont 2 mois, j'expliquerai après, pour la régénération des nerfs. J'ai eu une opération transfert de nerfs. Et en fait, c'est un peu un jour sans fin. Ton cerveau, il est focus sur tu te lèves, tu prends tes médicaments, tu déjeunes, thérapie, tu manges, thérapie, dodo. Et pendant 7 mois, tu fais ça. Et tu ne penses à rien d'autre. Et les week-ends, tu as un peu de répit, tu as des potes qui viennent et tu as la famille qui vient, heureusement. Parce que les jours où j'avais personne, il suffisait qu'il pleuvait dehors et là tu repars dans des idées noires, des trucs de fou. Et puis ce qui a bien aidé aussi, c'est les potes qui étaient là-bas. Ouais. Parce qu'en tétra là-bas, des fois on se tape des petits fous rires du style faire la course en chaise électrique avec une petite musique de Fast and Furious. Alors on a tout l'air des débiles là-bas à travers, mais on rigolait bien. Ouais. Et des petites choses aussi bêtes, genre on prenait l'apéro sur une table ronde. Mon pote tétra, accident de plongée, il était en face de moi. Et moi, j'étais de l'autre côté, quoi. Et puis, j'avais le sachet de viande séchée. Et je lui dis, tu veux un peu de viande? Il fait, ouais, vas-y, balance. Et en fait, je balance. Mais vu que mes triceps, ils n'avaient pas assez de force, la viande séchée, elle s'arrête au milieu de la table. Et ni lui, ni moi, on pouvait choper la viande. Et on s'est regardé un peu comme des cons. On s'est dit, oh merde. Et en fait, tu crées des liens assez forts avec tous ces tétras. Ouais. On était un petit team. Là, on a créé un groupe d'ailleurs, les Tetra Crew, où on s'envoyait plein de vannes et tout. Et il y a d'autres choses aussi complètement débiles par rapport à cette ambiance. C'est que j'attends toujours les potes pour manger. Et une fois, j'ai mon pote qui arrive pas. Je dis, mais purée, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est tombé ou quoi? Et en fait, sur la chaise électrique, il y a un velcro. Sur le velcro, il y a ton téléphone.
Ok. et il avait plus de batterie. Alors, le téléphone est plugué au câble et le câble est plugué au mur. Mais quand tu es tétra, tu peux pas enlever le câble. Alors, il restait là, il pouvait pas y appeler personne et il restait avec son téléphone chargé sur le mur. J'ai dit, tu fais quoi là? Je suis connecté. Et il pouvait pas venir manger. Du coup, j'ai pu aller chercher l'infirmière. Enfin bref, il y a plein d'histoires comme ça. Ouais. Mais tu as pu quand même créer des liens. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, tu gardes un lien fort avec Oui. les amis que tu t'es fait à Notteville. Ouais, pas mal. Ça, c'est bien entretenu. Après, on voit qu'il y a différentes mentalités, hein. Il y a deux façons de s'en sortir. Après notre ville, c'est soit tu croches et tu vas à fond tout le temps pour rééduquer, ou soit tu pars un peu en dépression quelquefois, parce que peut-être tu as moins de chance, tu vois. Mes potes, ils avaient la lésion exactement au même endroit que moi, C5, C6, mais tu peux avoir C5, C6 et un, il a pas de triceps, un, il a pas de biceps, un, il a les doigts. Et puis, un de mes potes, là, un Tessinois, il avait beaucoup moins de chance que moi, accident de plongée. Et puis, lui, il n'arrivait pas à faire les transferts et c'est beaucoup plus difficile pour lui de se motiver. Et voilà. Les transferts, tu veux dire sur sa chaise, par exemple? Exactement, Ouais, ouais, ok. exactement. En plus, il est grand et du coup, il faut beaucoup de force, tu vois. Ouais. Du coup, il n'a pas trop de chance. Est-ce que vous aviez un accompagnement psychologique? Oui, on pouvait bénéficier. Mais moi, c'est exclu que je parle à une personne. Alors oui, ils ont leur technique et tout, mais c'est exclu que je me dévoile à un psychologue, alors que je préfère parler à ma famille, à mes potes. Et ça allait très bien et j'ai pas besoin d'une personne extérieure. J'ai de la peine à m'ouvrir sur une personne extérieure. En tout cas, je te remercie de le faire. Pas de souci. Il y a plein de personnes qui t'écoutent. Je me permets de poser la question. Est-ce qu'à un moment dans ton cheminement intérieur, tu t'es posé la fameuse question pourquoi moi? Plein de moments, je me suis dit pourquoi moi. Et ouais, pour la petite histoire, à chaque fois que je disais pourquoi moi, je faisais un seul rêve tout le temps, c'est que j'avais une machine à remonter dans le temps. Et en fait, je pouvais remonter le temps jusqu'au moment où je quitte le sol avec mon nœud. Donc le moment où je peux plus faire machine arrière. Et que le destin était déjà scellé en fait. Et puis, c'est le seul rêve que j'ai fait. Là, j'ai plus jamais refait de rêve depuis mon accident. Donc, je fais des nuits assez, assez pénibles. Genre, les pires nuits, c'est tu dors 2 heures, tu te réveilles, tu redors 2 heures, tu te réveilles, etc. Et puis, du coup, on a perdu le fil. C'était quoi ta question? Est-ce que tu te poses la question pourquoi moi? Ah oui, pourquoi moi? Et puis, du coup, cette question-là, je me la posais beaucoup jusqu'au jour où j'avais une infirmière qui était assez croyante et qui m'a dit le Seigneur il aime pas la question pourquoi. Tu peux lui demander tout ce que tu veux mais pas pourquoi. Et puis à partir de là j'ai arrêté de me poser cette question parce que de toute façon je vais jamais avoir ma réponse. Et puis je lui demandais plus des coups de main, des signes ou des trucs comme ça. Et indirectement tu crois ou tu crois pas mais tu interprètes aussi comme tu veux mais à chaque fois que j'ai demandé des coups de main j'avais des réponses, en fait. Sur la motivation, j'ai réussi à retrouver de la motivation. Et donc aujourd'hui, tu te reconstruis. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es passé d'une vie hyper intense à 1000 à l'heure, avec plein de sports, etc., à une vie plus lente. Comment est-ce que tu arrives à retrouver ton intensité et ton énergie dans ton quotidien? Bon, déjà, donc il y a le sport, je sais pas, le handisport en salle, le rugby. Mais voilà, est-ce que tu as d'autres sources d'épanouissement? Qu'est-ce qui t'aide à avancer au quotidien? Là, en fait, c'est ça qui est dur, c'est que j'ai pas encore d'autres sources d'épanouissement. Et je pense que indirectement, j'essaie de remplir ma vie le plus possible. En fait, entre guillemets, la surcharger pour pas avoir à penser à ça. Et ouais, si j'arrive pas à surcharger, en fait, je suis un peu comme une princesse au sommet de sa tour, là, dans mon appartement, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Mes potes, ils bossent, j'ai pas de physio, j'ai pas d'ergo, il pleut, j'ai pas envie de sortir, plus aucune motivation. Et souvent, c'est comme ça, et je me dis, si j'arrive à stimuler mon cerveau, ouais, de manière active, et c'est comme ça que je trouve un peu de la motivation, et puis je me dis que les activités, elles viendront par la suite. Ok, très bien.
Alors c'est très direct comme question, tu peux ne pas répondre. Est-ce que tu penses pouvoir revoler un jour? Est-ce que tu voudras revoler un jour? Alors, j'ai déjà revolé en fait. J'ai déjà revolé peu de temps après le retour à la maison. Ça, c'était vraiment cool. Et j'ai revolé en biplace, donc j'étais devant. J'avais vraiment pas peur de voler parce qu'en fait, le deuil de l'erreur, en fait, elle est passée très très vite. C'est une erreur complètement stupide. Mais tous les accidents sont en général stupides. Et du coup, j'ai fait confiance à mes potes, à tous ceux qui m'ont accompagné. Et, et en fait, le fait de faire le vol en biplace, ça a pu libérer deux, trois émotions quand même. Et ouais, ça a libéré des émotions, j'ai pleuré. Et c'était assez un partage avec mon pote là. C'était assez intense. Mais après 10 minutes, je me suis retrouvé un peu comme un touriste en fait. J'avais envie de vomir, j'avais la tête qui tournait. Mais Et t'étais puis, passager, c'est oh, j'étais différent. passager. Je disais, en fait, c'est pas toi qui pilote et tu te dis, oh, attention à droite, il y a des arbres. Attention. Et t'as vu le pilote à gauche, là, tu fais gaffe. Hein. Et ton pote, il te dit, ouais, tranquille, David, c'est bon. Et sinon, en pilote toi-même, est-ce que tu penses que tu auras envie et que tu pourras un jour? Au début, je voulais. Au début, je voulais même refaire de l'accro et je voulais me dire, ouais, je serais le premier peut-être à faire de l'accro. Et après, je me suis posé la question, mais pourquoi tu veux faire ça et pour qui? Et en fait, c'était surtout pour prouver aux autres que je peux remonter sous une voile. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des autres? Ouais. En fait, c'est pour moi si je fais quelque chose. Mhm. Et là, j'ai dit non, c'est bon, maintenant, il faut tourner la page et il faut passer à autre chose, quoi. Ouais. Parapente, j'ai fait, passer à autre chose. T'es pas fâché avec le parapente? Non, C'est pas juste- du tout. Non, non, Ok. pas du tout. Ok. J'ai vu dans certaines de tes stories, notamment une récemment, je crois, c'était un jour où tu devais faire le tri dans tes affaires de sport que tu n'utilises plus aujourd'hui. Tu as mis ça en story avec un message, je sais plus exactement ce que c'était, mais voilà, c'était pas très positif. Et puis je l'ai interprété comme de la frustration. Est-ce que on peut en déduire que c'est compliqué de rester combatif et optimiste tout le temps? Est-ce qu'il y a des moments où, du coup, où tu flanches? Est-ce que ton optimisme est défaillant par moment? Ouais, pas mal. Si tu veux, il faut savoir, la chambre de sport, là où tu as vu, où il y a tous les appareils de rééducation, Ouais. il faut savoir que c'était une chambre remplie de matériel de sport. Il y avait peut-être une dizaine de voiles, 5 sellettes, 10 parachutes de secours, il y avait du matos, il y avait 5 paires de skis, il y avait c'est de la folie, quoi. Ouais. Il y avait de la folie. Et puis, au début, je vendais le matos parce qu'il fallait faire un deuil. Je pouvais pas rester à côté de ces affaires et puis tout le temps regarder puis me dire. Au début, je me suis dit, ouais, allez, croche, tu vas remonter sur les skis, tu vas refaire ça, tu vas refaire ci. Et puis plus les jours y passent, plus tu te dis, non, tu vas pas faire ça, vends-le, vends-le. Et puis après, tu dis, ouais, Brad, mets-le moins cher. Et là, franchement, les gens qui étaient là, il y avait moyen de faire des bonnes affaires parce que moi, je voulais juste qu'ils partent le matos. Ouais. Et là, ça c'est justement la story. En fait, c'est juste que j'ai plus la force de prendre du temps, de perdre du temps sur les réseaux pour mettre ça en vente. Par exemple, des DVA pour les avalanches, ça vaut quoi, 100, 200 balles. Je mettais à la poubelle parce que, en fait, je voulais juste que ça disparaisse. Faut faire un deuil. Puis j'avais une frustration dans le sens où il fallait que ça quitte ma vie, en fait. Ouais. Et le fait de mettre sur Instagram, tous mes potes, ils me disent, t'es une machine, vas-y, fonce, t'es fort, tu tiens, tu vas pas craquer, tu craqueras pas, je t'ai jamais vu craquer. Et là, c'est un peu ma manière de montrer aux autres, en fait, d'ouvrir mon cœur et de dire que, ouais, je craque aussi de temps en temps et ça fait du bien et voilà. Et même, le fait de craquer, c'est même pas le bon mot parce que depuis que j'ai eu l'accident, en fait, mes émotions sont complètement différentes. Ça veut dire que j'ai plus d'abdos. Du coup, tout ce qui sort de ma bouche, genre tousser, c'est vraiment t'éternues, c'est un atchoum de licorne, quoi. C'est vraiment les gens ils regardent et ils disent c'est quoi, c'est qui la petite fille qui a éternué, et tu vois, tu perds toute crédibilité. Et par exemple, crier, si tu veux crier, j'ai un tiers de ma voix qui sort et c'est encore plus frustrant, tu vois. Tu veux taper sur un canapé, sur un coussin,
bah, tu tapes un tiers de ce que tu tapais avant et tu as l'impression que toute ton énergie peut pas sortir. Et des fois, j'étais un peu down à notre ville et je prenais mes écouteurs et je partais sur le stade. J'allais tout au fond du stade et je voulais pleurer et je pleurais, mais j'avais pas de son en fait qui sortait. J'arrivais pas à sortir quoi que ce soit. Et ça, c'était super frustrant. Et puis, bah, pour revenir à cette histoire d'Instagram, eh ben, en fait, c'est bien joli Instagram. On veut toujours montrer toutes les choses positives, tu vois. Mais on va jamais montrer quand tu fais le ménage à la maison ou quand tu payes tes impôts, les trucs comme ça, parce que tout le monde s'en fout. Ils veulent juste voir tes voyages à Bali, etc. Et moi, j'ai dit, merde, pour ça, je montre tout, en fait. Je montre ce qui est bien, mais ce qui est pas bien aussi, et que c'est dur, et voilà. Du coup, voilà, le partage que j'ai essayé de faire avec les autres. Bon, bah, désolée, on reprend. J'ai eu un petit moment d'émotion après tes partages, David. Merci d'être aussi généreux. Et là, justement, on discutait du fait que ton corps n'a plus la capacité de transpirer. Est-ce que tu peux redire ce que tu me racontais? Il faut savoir qu'en fait, la transpiration, c'est la vertèbre thoracique 11 ou 12, sauf erreur. Donc, en dessous de ma lésion, c'est elle qui fait transpirer le corps. Et en fait, la transpiration, c'est pour un peu réguler le corps, pas que tu surchauffes, en fait. Et vu que les tétras ne peuvent plus réguler, tu dois faire attention et tu dois... Moi, maintenant, j'ai un petit spray, un peu comme pour les plantes, et tu pompes. Et quand tu es dehors, plein soleil, tu te mets une petite brise sur le visage et tu sens, en fait, c'est comme un thermomètre, que quand tu te sprayes le visage, tu as le thermomètre qui descend, mais de manière radicale, comme si ça rafraîchissait. Et il faut faire gaffe parce que ça t'avertit pas. Et c'est pas genre, t'as chaud, t'as un petit peu plus chaud, t'as trop chaud. Attention, c'est t'es bien et t'es pas bien. Donc, au bout d'un moment, plein soleil, c'est on-off. voilà, exactement, mal à la tête, presque envie de vomir, etc. Okay. Et puis, il faut faire gaffe à cette transition, en fait. Et est-ce qu'il y a d'autres changements dans la vie de tous les jours, comme ça, auxquels tu dois faire attention? Ouais, tu dois faire attention à tout, en fait. Mais tu dois faire attention à... Vu que je sens quand on me touche, mais je sens pas, par exemple, si on me pique, je dois faire attention si je suis assis sur mon téléphone ou si je m'endors, ça pourrait être bête, hein, mais si je m'endors et puis que le livre il est posé à côté de mon dos, je peux avoir pas mal de problèmes, quoi. Ça peut créer des escarres, je dois rester au lit, je dois traiter ça, c'est presque dangereux, tu vois. Et pour la petite histoire, là, ça va te faire rire ou bien tu vas avoir peur, mais une fois, je suis allé, j'ai changé le profil de ma chaise, donc elle est devenue un peu plus instable. Et j'avais un rendez-vous au village d'à côté, et c'était 19h, il commençait un peu à faire nuit. Je devais passer le trottoir et traverser un peu, tu sais, dans les villages, t'as le train qui passe, et puis t'as les rails qui sont à hauteur de la route. Et là, j'ai dit, il y a les rails, va tranquille, tout va bien se passer. Et en fait, quand j'ai voulu traverser les rails, mes roues avant, elles se sont coincé dans les premières rails, ça m'a fait pencher en avant et là j'étais vraiment en slow motion et je me suis éclaté au sol. Et là je le raconte en rigolant, mais la nuit d'après j'ai tremblé, mes membres bougeaient pas mais je tremblais de l'intérieur et je me suis éclaté. Et là je levais la main et puis vu que j'ai pas d'abdos pour crier, ça faisait un petit cri de princesse et je dis et il y a personne qui me voyait. Et tout d'un coup j'ai entendu ting ting ting. Et là, en fait, je me suis dit, là, il faut que tu te barres, quoi. Sinon, tu vas avoir les jambes coupées ou tu vas ramasser une deuxième fois, quoi. Et j'ai commencé à ramper centimètre par centimètre. Et là, il y a une dame qui m'a vu et elle est venue m'aider. Elle m'a traîné encore les jambes de l'autre côté des rails, quoi, de l'autre côté de la route. Et on a fini. Les barrières sont baissées et le train, il est passé. Et du coup, ça c'était la petite anecdote pour les douleurs. Et du coup, j'ai tapé le sol. Et le soir, je devais faire gaffe que j'aie pas de rougeur ou que j'aie pas peut-être le bassin cassé, tu vois, avec le choc. Oui, et puis... parce que du coup, tu ne sens pas les traumatismes. Exactement, ouais. Du coup, voilà. Waouh, je suis...
Enfin, choquée par ça, heureusement, du coup, que la dame était là et qu'elle a pu t'aider. Bon, j'aurais rien senti. Hein. Je me suis fait plein de films dans la tête, tu sais, dans les films où tu te mets sur le dos, entre les deux roues du train, puis tu dis, ouais, c'est bon, je passe au milieu, puis après je me relève après. Ouais, mais non, ça aurait pas joué. C'est pas comme dans les films. David, qu'est-ce qui te manque le plus dans ta vie d'avant? Et au contraire, quelles sont les choses que tu apprécies dans ta nouvelle vie? Ce qui me manque le plus, c'est toutes mes activités que j'avais avant et que je pourrais jamais retrouver. Et je suis quand même une personne qui aime l'adrénaline et ça, je pourrais jamais ou pas ressentir l'adrénaline, la même chose. Ça, c'est le truc qui me manque. Et un truc aussi qui me manque, mes potes, ils sont toujours présents, ça c'est clair. Mon réseau d'amis, il est toujours présent. Mais mon réseau d'amis avec qui j'allais faire du parapente, je vais plus faire de parapente. Réseau d'amis avec qui j'allais faire de la montagne, je vais plus faire de la montagne. Donc on se voit pour manger un truc et manger un truc. Donc ça c'est vraiment le plus frustrant et c'est vraiment compliqué. Et les choses que je prends avec moi, je pense que j'ai pu me forger un bon gros mental avec cet accident et relativiser plein de choses, les choses importantes de la vie. Et en fait, ça, je prends comme positif la pleine conscience et le fait d'être conscient de ce que tu as. Par exemple, des jours où, je sais pas, t'as rien, tu bouges que la tête et tu regardes dehors et tu regardes la forêt et tu te dis, j'avais jamais vu qu'il y avait autant de couleurs vertes différentes, des verts clairs, des verts foncés, des verts jaunes, des verts oranges. C'est juste incroyable. Et là, tu ressens un peu d'agacement par rapport à un peu cette société de consommation. Et j'avais des histoires bêtes, mais des potes ou des collègues de travail qui se plaignaient qu'ils ont reçu un iPhone noir alors qu'ils demandaient un blanc. Et tu repenses à ça et tu te dis, mais les gars, vous avez pensé à ce que vous avez et mais merde, quoi. Et des choses comme ça, en fait, les gens, quand tu l'as tout le temps, tu prends pour acquis et tu passes à autre chose, en fait. Oui. Tu sais marcher, je marche, c'est bon, let's go, je pense à autre chose. Et tu vas toujours plus loin, toujours plus loin. C'est pour ça que j'ai l'impression que qu'on consomme de plus en plus. Et ouais, c'est un peu un dégoût par rapport aux autres et une prise de conscience pour moi dans le sens où, en gros, estime-toi heureux de ce que tu as. Et estime-toi aussi heureux de ce que tu as repris. Et par rapport à d'autres tétras qui bougent peut-être juste leur chaise avec le menton, tu vois, tu te dis que t'as pas trop le droit de te plaindre et tu dois t'estimer heureux que tu as pu retrouver les doigts, que tu as pu retrouver les mains, etc. Donc voilà, c'est ça que je reprends avec moi comme positif. Merci beaucoup pour ton idée. Enfin, donc, si je comprends bien, c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, c'est de la pleine conscience en fait quand tu revis les choses de manière plus lente, mais du coup plus intense et plus détaillée. Et quand tu dis ça, tu revois les priorités. Quelles sont les choses prioritaires pour toi aujourd'hui? Là, les priorités, c'est la famille. Ça reste la famille, les amis et la copine. Chose que je faisais pas avant. Hein. Le week-end, il faisait beau. J'allais pas avec la famille, manger en famille. Moi, j'allais faire du parapente, tu vois. Et puis là, tu te dis, là, je vais être avec la famille. Parce que, indirectement, eux, ils ont rien demandé à personne. Et ils sont quand même impactés par mon accident. Et d'un côté, j'ai un peu comme... quand des fois, ils me réexpliquent ça, j'ai encore les larmes qui viennent. Et je me dis, mais t'as vraiment été un gros égoïste quand même en ayant cet accident. T'as pensé qu'à ta pomme. Et tu penses pas à toutes les autres personnes que t'as impactées. Alors, oui, j'ai impacté des écoles de parapente où ils donnent mon exemple en disant qu'il faut bien faire attention au démêlage des suspentes, etc. Mais encore une fois, on va faire attention à ça, mais au bout d'un moment, il y a une routine qui s'installe et après, on fait plus attention à ça. Et c'est toujours la même chose, en fait. C'est comme en accro, on se donne une marge de sécurité de 100 mètres avant le sol pour stopper toutes les figures. Et en fait, en gros, plus tu maîtrises, plus tu as l'habitude, plus tu vas faire des figures bas. Après, tu as encore les potes qui sont en bas, tu veux faire le show, tu veux faire encore une figure. Puis c'est là qu'arrive l'accident, quoi. Alors voilà. Tu parles de famille, d'amis, etc. Qui a le plus été là pour toi après ton accident? Du coup, j'imagine que c'est ça ta réponse. Voilà, qui sont les personnes qui ont vraiment été un pilier dans ta reconstruction? Et puis aussi, quel a été le rôle de la communauté du parapente au sens large
Voilà, qu'est-ce qu'elle t'a apporté après l'accident? Alors, les potes, la famille et la copine, eux, ils ont eu un grand rôle pour me tenir la tête hors de l'eau un peu niveau des dépressions et tout ça. Et ils ont toujours été 100% présents pour moi. Ouais, je pense que le début, c'était quand même la famille et les potes. Et par la suite, c'était la copine qui a fait vraiment énormément pour moi. Et à chaque fois, je suis halluciné comme elle a réussi à me garder motivé. Tu sais, vraiment, toutes les progressions, en fait, je dirais presque c'est grâce à elle, tu vois, des discussions qu'on avait, et puis intérieurement, ça te fait prendre conscience de certaines choses, et tu te dis, mais ouais, en fait, c'est comme ça que ça doit se passer, et t'essayes, et ça marche, et tu pousses la machine plus loin, et tu progresses, et franchement, ouais, d'un côté, c'est assez grâce à elle, si je suis à ce niveau d'autonomie, que je suis indépendant, etc. Et au niveau de la communauté parapente, il y a toujours les amis proches qui sont restés proches et qu'on fait toujours des trucs ensemble. De par mon accident, j'espère que j'ai fait ma part des choses dans le sens où, par mon exemple, j'ai pu peut-être rendre attentif des jeunes pilotes, futurs pilotes, à se dire, ouais, démêle bien ta voile parce que David, il a eu ça et puis faut pas que ça t'arrive. Alors, je pense au niveau du parapente, j'ai eu un petit, un effet préventif sur les pilotes de parapente. Merci beaucoup, David. On va regarder un petit peu vers l'avenir, si ça te convient. Sur le plan médical, est-ce qu'il y a encore des perspectives d'évolution, de récupération? Est-ce que tu as des interventions qui sont planifiées? Alors, il faut savoir que ma rééducation, elle devait prendre 7 mois. Et après, je devais quitter le centre parce que les assurances prennent pas en charge plus de 7 mois. Enfin bref, c'est cuisine interne. Et puis, après ces 7 mois, j'ai eu la possibilité de me faire opérer transfert de nerfs. Il faut savoir qu'un transfert de nerfs, avant, j'avais mes doigts qui s'ouvraient pas et qui se fermaient pas. Et le transfert de nerfs, ça consiste à sectionner un nerf de l'avant-bras pour connecter à l'ouverture des doigts et sectionner un nerf du biceps pour connecter à la fermeture des doigts. Et puis, en fait, l'avant-bras et le biceps, c'est la vertèbre C5 qui donne l'ordre au biceps et à l'avant-bras de fonctionner. Et les doigts, c'est la vertèbre C6 environ. C'est pour ça que ça fonctionnait pas. Et du coup, en très bref, c'est comme si tu branches une multiprise à une alimentation simple, en fait. L'ordre viendra de la C5, mais te permettra de bouger l'avant-bras et de bouger tes doigts. Et par rapport à ça, il faut savoir qu'un nerf, ça pousse 1 mm par jour. Et là, j'avais 12 cm à faire pour l'ouverture et un peu plus, quasi le double, pour la fermeture. Ça fait au moins 120 jours. Ouais. Là, j'ai fait en janvier l'intervention et maintenant, alors je suis pas à la fin, mais j'arrive à utiliser mes mains et ça fait plus d'une année que je fais ça. Et il y a 3 phases, donc il y a la première phase où tu es avec l'ergo, donc celle qui gère la main. Et en fait, tu fais avec et tu dis dans ta tête, tourner le bras, ouvrir la main, tourner le bras, ouvrir la main et tu fais ça tous les jours, 4 fois par jour. Et puis après, une fois que ça s'est connecté, tu fais de la visualisation, ça veut dire que tu regardes un écran et cet écran-là, il y a une main qui s'ouvre et une main qui se ferme, donc tu fais ça, puis tu dis tourner le bras, ouvrir la main, tourner le bras, ouvrir la main. Et une fois que tu as fait la deuxième phase, et il y a la troisième phase de la visualisation, ça veut dire que tu vas dissocier le fait de tourner le bras et le fait d'ouvrir la main. Ça veut dire que tu vas bloquer ton avant-bras et tu vas simplement ouvrir la main pour en fait dire à ton cerveau que tu n'as pas besoin de tourner le bras pour ouvrir la main. Donc en gros, tu reprogrammes tout le système. Tu fais un reset complet. Et puis, les nerfs, ça pousse, 1 mm par jour, mais c'est pas ligne droite, hein. C'est des racines, en fait, donc ça peut aller dans n'importe quel sens. Et du coup, là, il faut garder cette motivation pour faire tous les jours, quoi. En fait, par la suite, maintenant, j'ai repris contact avec la chirurgienne a décidé de me revoir. Elle m'a dit que j'avais un des meilleurs progrès qu'elle a pu voir. Et puis, il faut savoir que le transfert de nerfs, ça me permet d'utiliser la deuxième et la troisième phalange. Donc, la troisième, c'est où il y a les ongles. Et puis maintenant, elle va me proposer un transfert de tendons. Ça veut dire qu'elle va prendre des tendons dans mon bras et connecter à la première phalange. Ça me permettra d'avoir une prise plus naturelle, par exemple d'un verre ou quoi que ce soit. Et du coup, ça, c'est de nouveau une hospitalisation de 5 semaines par main. Mais pas les deux en même temps? Non, parce que je suis 100% dépendant, en fait, après l'opération. D'accord.
et je vais retourner à zéro, retourner à notre ville pour recommencer encore une fois. Et ça va me prendre moins long que les nerfs, mais 5 semaines quand même. Ok, ouais. Et sinon, sur le plan professionnel, est-ce que tu as des projets? Donc, tu as évoqué une fois sur Instagram en story un projet de préparation mentale, de coaching. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Exactement. Alors, quand je faisais de la compétition de parapente, j'ai pris un coach mental, un préparateur mental pour ça. Et franchement, ça m'a vraiment bien aidé à me dépasser, à perfectionner, à progresser. Et là, je me suis dit, en fait, je veux faire ça. Je veux faire ça en parallèle. Et puis du coup, à la fin, j'ai eu mon accident et je me suis dit, je pense que maintenant, j'ai suffisamment de bagages avec la vie que j'ai eue, entre guillemets, pour faire coach un peu mental et pour pouvoir aider les gens dans plein de situations. Et ouais, le but, c'est vraiment au début de coacher des gens, de faire ressortir. Enfin, le but d'un coach, c'est pas forcément de leur donner des solutions, c'est de faire émerger en eux la solution. Et du coup, dans un premier temps, ça serait de travailler avec des gens lambda, n'importe qui. Et après, ça serait de suivre une formation complémentaire pour du coaching sportif. Et puis, pourquoi pas coacher des futurs pilotes ou des sportifs de haut niveau. Alors voilà, ça c'est mon prochain challenge professionnel. Eh ben, écoute, je te souhaite beaucoup de courage. Tu voudrais accompagner uniquement des pilotes en parapente ou tu veux t'ouvrir à d'autres disciplines? Tout ce que je peux aider. Très bien. Eh ben, écoute, on arrive doucement vers la fin de cet épisode. Merci beaucoup, David, pour ta générosité, pour ton honnêteté. Est-ce que je peux t'inviter à clôturer cet épisode? Alors, avec plaisir. Pas le seul message, parce que je pense que j'en aurais donné pas mal. La seule chose qui est importante pour moi et que j'aimerais faire circuler, c'est que c'est pas quand tu fais des choses extrêmes, aussi, mais pas que. C'est pas en faisant les choses extrêmes que tu vas avoir l'accident. Parce que quand tu fais les choses extrêmes, ton cerveau, il est focus, il est prêt à réagir, etc. C'est en fait en plongeant dans une sorte de routine que ton cerveau, il se relâche et il se dit c'est juste un décollage, c'est bon, tranquille, tu vois. En fait, moi je dis toujours, c'est la routine qui tue. Tu sais, t'as toujours l'exemple, admettons, tu fais une raclette chez toi, t'as tout acheté, hein, et puis il te reste les patates, et tu dis, allez, je vais vite aller aux commissions, chercher les patates. Tu montes dans ta voiture, le magasin est à 100 mètres, 200 mètres, je mets pas la ceinture, et c'est là que tu vas voir le gros camion en face, et c'est là que tu vas perdre la vie en fait. C'est bête, hein, mais c'est juste pour imager, et c'est clairement ce qui m'est arrivé. Si tu prends le démêlage des suspendages, ton premier vol et le dernier vol que j'ai fait, c'était clairement pas la même chose. Donc voilà, c'est ça. C'est la routine qui tue et voilà. Eh ben, merci beaucoup David pour ton accueil, pour cet échange. Là, on va passer à table. Place à la fondue. Exactement, tu vas me faire découvrir la fondue. Et sinon, je connais la fondue, tu vas me faire découvrir la fondue du coin. Et puis voilà, je vous souhaite à tous de très bons vols. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.